Monsieur D, 72 ans, est amené aux urgences par sa fille qui vous explique que cela fait quelques jours que son père est complètement désorienté. Il ne dort plus la nuit, somnole toute la journée. À l'examen, il est obnubilé. Il ne sait pas où il est et par moments, il est inquiet, angoissé. Il aurait par ailleurs chuté à plusieurs reprises ces derniers jours. Le patient a comme principal antécédent une ACFA, traitée par hémigoxine. Le médecin traitant avait récemment ajouté une prise de Lexomil au coucher. En effet, Monsieur C présentait de plus en plus de difficultés à s'endormir depuis le décès de son épouse 2 mois auparavant. Question numéro 1, quel est votre diagnostic syndromique? Question numéro 2, quel bilan réalisez-vous? Question numéro 3, vous décidez d'hospitaliser ce malade. Le bilan que vous avez prescrit ne montre pas d'anomalie. Quelle est la cause la plus probable de son état? Question numéro 4, quelle est votre prise en charge? Question numéro 5. Une semaine plus tard, l'état de Monsieur C est revenu à la normale. Il vous signale cependant, un matin, des sensations visuelles bizarres à type de vision dorée. Quel examen réalisez-vous en urgence? Question numéro 6. Que recherchez-vous? Cet examen est normal, ainsi que le bilan que vous réalisez. Ces phénomènes visuels ne se sont d'ailleurs plus reproduits. Monsieur C sort donc de l'hôpital et rentre à son domicile où il vit seul. Après quelques mois, sa fille vous recontacte car elle s'inquiète. Son père mange de moins en moins et il a d'ailleurs perdu quelques kilos. Il est aussi beaucoup moins actif au domicile. Question numéro 7, comment évaluez-vous l'état nutritionnel de Monsieur C? Question numéro 8, votre enquête conclut un état sarcopénique dans un contexte d'anorexie et de dénutrition modérée. Que signifie le terme sarcopénie? Quelles en sont les conséquences? Question numéro 9, votre évaluation ne retrouve pas d'affection organique, mais toutefois un syndrome dépressif mineur réactionnel. Quelles mesures mettez-vous en œuvre? Question numéro 1. Quel est votre diagnostic syndromique? Ici, le diagnostic syndromique était assez évident, je vais dire. Il s'agissait d'un syndrome confusionnel, qui est une des causes principales de consultation aux urgences du sujet âgé. Ce syndrome confusionnel se voit devant l'association d'une désorientation temporospatiale avec obnubilation de la conscience et cet état d'anxiété qu'on appelle perplexité anxieuse. On notait en plus dans l'énoncé l'inversion du rythme nictéméral, le tout étant d'évolution aiguë. Je vous rappelle que l'évolution vraiment aiguë est un argument très en faveur de ce diagnostic. Quel bilan réalisez-vous? Donc pour faire le bilan d'un syndrome confusionnel, il faut savoir à peu près qu'est-ce qui, chez le sujet âgé, peut entraîner une confusion. Globalement, ça peut être des prises médicamenteuses ou toxiques, une infection, des causes mécaniques, je dirais, comme une rétention aiguë d'urine ou un fécalome, qu'il faut surtout pas oublier parce que là, vous soignez votre malade extrêmement rapidement. Sinon, il peut y avoir des causes métaboliques ou hydroélectrolytiques à rechercher et enfin des causes neurologiques. Donc pour rechercher toutes ces causes-là, ça va commencer par l'interrogatoire de la famille. Et là, j'insiste sur la prise de toxiques. On a vu dans l'énoncé que le patient prenait du Lexomil, mais on va quand même interroger la famille sur la prise d'alcool ou d'autres médicaments récents, ou sur le fait éventuellement que le patient ait pu effectuer un sevrage trop rapide récemment. On peut aussi les interroger dans l'hypothèse d'une cause neurologique sur un traumatisme crânien, une comitialité récemment. Ensuite, vous allez prendre les constants, première étape de l'examen, et notamment, l'élément essentiel, la température. Parce que dès qu'on est dans le cadre d'un syndrome confusionnel fébrile, on rentre dans une autre gamme d'étiologies que le syndrome confusionnel banal apyrétique. Dans les causes métaboliques, n'oubliez pas, là aussi c'est un grand PMZ de la neurologie, hein, n'oubliez pas l'hypoglycémie, ce serait dommage de passer à côté. Enfin, vous allez faire un examen neurologique complet, rechercher notamment des signes de localisation neurologique qui peuvent vous orienter vers une cause, un processus expansif intracrânien ou rechercher un syndrome méningé. Vous allez rechercher, je vous l'ai dit, pour rechercher ces grandes causes mécaniques, facilement curables et fréquentes chez le sujet âgé, rechercher le globe vésical, à la palpation-percussion, rechercher par le toucher rectal la présence d'un fécalome. Ensuite, vous allez faire des examens, un examen clinique à la recherche de portes d'entrée infectieuses, notamment pulmonaires. Donc, rechercher à l'auscultation un foyer. Vous pouvez éventuellement interroger le malade sur l'existence d'une toux, d'expectoration. Ensuite, vous allez faire une bandelette urinaire systématique à la recherche d'une infection des voies urinaires.
Enfin, j'ai dit qu'il peut y avoir des causes traumatiques, notamment un traumatisme crânien. Recherchez toujours d'autres lésions traumatiques pouvant être liées à une chute antérieure. Enfin, et faisant partie pour moi de l'examen clinique, l'électrocardiogramme, c'est un bon examen, facile à réaliser, surtout chez un patient qui prend des digitaliques, donc vous allez rechercher des signes de surdosage. Et sinon, vous pouvez rechercher des signes en faveur d'autres troubles métaboliques, comme une hypocalémie, une hypercalcémie, par exemple. Vous passez ensuite au bilan paraclinique, toujours orienté vers les grandes causes infectieuses, métaboliques, hydroélectrolytiques, toxiques ou neurologiques. Donc là, vous allez faire un bilan qui comprendra NFS, plaquettes, iono, urécréate, bilan hépatique complet, calcémie et son petit ami qui n'est pas la phosphorémie. Le petit ami de la calcémie, c'est l'albuminémie qui vous permettra de calculer la calcémie corrigée. La CRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire, recherche de toxiques, et notamment digoxinémie, ça ne sert à rien ici de rechercher une prise de benzo, vu qu'elle est citée dans l'énoncé, on sait que le patient en prend. Et enfin, scanner cérébral, qui est un examen systématique, surtout chez un sujet âgé ayant chuté. Vous avez fait tout ce bilan, et vous n'avez pas trouvé grand-chose. Le plus probable chez ce malade, c'est que ce soit la prise de l'exomil, qui est une benzodiazépine, qui soit à l'origine de ce syndrome confusionnel. La cause est très probablement dite iatrogène. Quand on parle d'une cause iatrogène, il faut préciser deux éléments, ce qu'on appelle l'imputabilité intrinsèque et l'imputabilité extrinsèque. L'imputabilité intrinsèque, c'est dire que c'est un effet connu du médicament, notamment chez le sujet âgé, ça a déjà été décrit. L'imputabilité extrinsèque, c'est dire si chez ce malade, le délai ou les symptômes sont compatibles avec ce qui a été décrit dans la littérature. Quelle est votre prise en charge? Donc là, on est dans un syndrome confusionnel iatrogène, banal, classique chez le sujet âgé. Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin d'un surdosage pour que le sujet âgé fasse un syndrome confusionnel aux benzodiazépines. Même des toutes petites doses peuvent être à l'origine d'un tel syndrome. Donc votre prise en charge, donc on a dit qu'on hospitalisait le patient, précisez quand même que chez le sujet âgé, il vaut mieux que les hospitalisations soient de courte durée pour éviter le syndrome de glissement. On va bien sûr corriger tout trouble hydroélectrolytique pouvant survenir et majorer la confusion. On va arrêter ces benzodiazépines, mais pas n'importe comment. L'arrêt va être progressif. Ça, c'est un mot-clé obligatoire. Jamais d'arrêt brutal, car on a un risque de syndrome de sevrage. En plus, même si le patient peut s'agiter dans le cas d'un syndrome confusionnel, on essaiera, tant que possible, d'éviter les traitements psychotropes associés. On maintiendra bien sûr le traitement habituel de notre malade et on le surveillera. La surveillance est essentielle, le syndrome confusionnel ou le syndrome de sevrage pouvant éventuellement survenir. Une semaine plus tard, l'état de Monsieur C est revenu à la normale. Il vous signale notamment des sensations visuelles bizarres, une vision dorée. L'examen réalisé en urgence, ça c'était une question un petit peu difficile pour vous mettre le doigt un petit peu sur une complication pouvant survenir lors d'un traitement digitalique. Donc, l'examen à réaliser, c'était l'ECG en urgence, car cette vision dorée peut être vue en surdosage en digitalique, dans ce qu'on appelle la dyschromatopsie d'axe jaune-vert. On pourrait faire un dosage des digitaliques, mais ce n'est pas l'examen pour moi à réaliser en urgence, car l'urgence en cas de surdosage éventuel, elle est cardiaque, donc il faut faire un électrocardiogramme pour dépister ces signes de surdosage. Il peut s'agir, c'est la réponse à la question 6, il peut s'agir d'un bloc auriculo-ventriculaire, d'extrasystole ventriculaire, bigéminé, polymorphe, d'un rythme jonctionnel accéléré, de troubles de la repolarisation, avec des ondes T qui peuvent être aplaties, négatives, un raccourcissement du QT. Je vous rappelle que ce surdosage en digitalique peut être la cause d'une mort subite par trouble de la conduction intracardiaque ou trouble du rythme. Enfin, pour vous le préciser et vous le rappeler, l'aspect en cupule du segment ST ne constitue en aucun cas un signe de surdosage en digitalique. Il s'agit d'un simple signe d'imprégnation.
Finalement, l'examen est normal, le patient va bien, il sort de l'hôpital, mais sa fille vous recontacte après pour des problèmes nutritionnels. Il est moins actif, il a perdu du poids et il mange de moins en moins. Comment évaluez-vous l'état nutritionnel de Monsieur C? On va donc, comme lors du dossier précédent, où on avait évalué par une enquête alimentaire les apports du malade, on va faire la même chose dans cet état d'anorexie et de dénutrition. On va avant tout effectuer cette enquête alimentaire, mot-clé primordial. Vous allez évaluer en plus tout ce qui peut majorer l'anorexie chez un sujet âgé, les habitudes toxiques notamment, le tabac et l'alcool, évaluer la durée des symptômes et la perte de poids de façon exacte. Vous allez ensuite, après avoir évalué la composante alimentaire et l'anorexie, évaluer ses conséquences et notamment rechercher des signes de dénutrition. Ça peut se faire tout d'abord facilement en mesurant le BMI, mais aussi en recherchant des modifications sur le plan anthropométrique, en mesurant la circonférence des membres, l'épaisseur des plis cutanés, notamment. Ensuite, il va falloir rechercher un mécanisme de cette dénutrition. Il y en a de multiples possibles chez la personne âgée. Et il va falloir faire une enquête exhaustive pour dépister les causes possibles. Il peut s'agir d'un hypercatabolisme qui peut être entraîné par une maladie aiguë, comme une infection, ou chronique, comme un cancer. Il peut s'agir d'un stress psychologique récent. Il peut s'agir d'une cause purement mécanique, avec des douleurs lors de l'alimentation, liées à des maladies du tube digestif, comme une mycose buccale ou œsophagienne, un ulcère. Il peut s'agir de causes neurologiques, gênant la déglutition, ou liées à des troubles moteurs, qui peuvent eux aussi avoir une conséquence sur l'autonomie du patient, qui ne peut pas, par exemple, aller faire ses courses, se préparer à manger, et de ce fait manger moins. Ensuite, il peut s'agir de troubles plutôt d'ordre neuropsychologique qui vont empêcher le patient d'avoir une pleine autonomie, une pleine indépendance à la maison. Enfin, évaluer les traitements en cours. Il peut s'agir notamment de traitements anorexigènes ou voir s'il y a des régimes antérieurs qui ont été prescrits et que le patient aurait suivi de manière un peu trop stricte. Et de ce fait, par exemple, si vous prescrivez à une personne âgée un régime pauvre en cholestérol, le patient, il y en a qui finissent par plus rien manger parce qu'ils n'ont plus rien qu'ils aiment. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces régimes diététiques antérieurs. Enfin, vous allez évaluer la gravité sur le plan biologique de cette dénutrition éventuelle par la mesure de plusieurs facteurs comme l'albuminémie ou la CRP. Vous concluez un état sarcopénique dans un contexte d'anorexie et de dénutrition. Je vous demandais la définition de ce terme et ses conséquences. Donc la sarcopénie, ça définit tout simplement la réduction de la masse musculaire squelettique. Cette réduction de la masse musculaire peut avoir comme conséquence des difficultés de mobilisation et des chutes, majorer les troubles de la mastication, entraîner une diminution du capital minéral osseux, et aussi entraîner un manque de réserve énergétique en situation d'agression, comme une infection par exemple. Au total, ça entraîne encore plus une diminution de l'autonomie chez un sujet âgé à risque. Votre évaluation ne retrouve pas d'affection organique, mais un syndrome dépressif mineur, réactionnel. Les mesures à mettre en œuvre sont les suivantes. Déjà, traiter la cause. Traiter le syndrome dépressif mineur, donc ça ne justifie pas une hospitalisation en psychiatrie, non, c'est quelque chose qui peut être pris en charge en ambulatoire par des antidépresseurs, type inhibiteur de la recapture de la sérotonine, mais n'oubliez pas, au risque iatrogénique, on en a parlé, c'est le thème de cette conférence, n'oubliez pas le risque iatrogénique, donc débutez ce traitement au tiers de la dose. Ensuite, essayez de traiter tout ce qui pourrait gêner encore plus la renutrition, donc mesures d'hygiène dentaire, mesures d'hygiène corporelle, éviter les excès comme l'alcool ou le tabac. Enfin, lutter contre toutes les conséquences de cette dénutrition, lutter contre la sarcopénie par une activité physique régulière, mais qui doit, là encore, être adaptée aux possibilités du patient. Il va falloir en plus mettre en place des mesures d'optimisation de l'alimentation,
Donc comment optimiser l'alimentation? Ça peut déjà se faire sur un plan médical, donnant des conseils nutritionnels aux patients ou à sa famille sur comment avoir un apport énergétique et protéique plus important sans augmenter le nombre de portions. On peut aussi proposer aux patients une supplémentation par voie orale sur simple prescription médicale. Mais pour optimiser l'alimentation, il faut aussi maintenir l'autonomie. C'est pour ça qu'on peut proposer des aides au domicile pour les courses ou la préparation des repas. Enfin, surveillez vos malades par une pesée hebdomadaire et un suivi par un diététicien. Je vous rappelle là encore les conférences de consensus à pas manquer chez le sujet âgé. Tout d'abord, une conférence de consensus de 2007 sur la stratégie de prise en charge de la dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. Ensuite, deuxième conf en rapport avec la dénutrition, mais là sur le versant de l'évaluation diagnostique, qui date de 2003. Enfin, une nouvelle conférence de consensus sur les modalités d'arrêt des benzodiazépines et apparentés chez le patient âgé.